on déjeune ensemble et il me dit si tu as vraiment fait ce que tu as fait en Australie, parce que je lui raconte mon histoire, j'ai créé mon business, etc. Et lui, c'est la première fois qu'il me connaît, tu vois. Donc, voilà, il m'a vraiment, je me souviens très bien, il m'a dit ça texto, il m'a dit si tu as vraiment fait ce que tu dis que tu as fait en Australie, parce que c'est un petit peu fou cette histoire, tu vois. Il me dit tu devrais pas chercher un travail, tu devrais te lancer sur ton blog. Et je rentre à pied de la Défense jusqu'à Gennevilliers, je mets 3 heures et je réfléchis et je prends la décision de me lancer à temps plein sur mon blog que personne ne lit. Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Aurélien Amaker. Blogueur, formateur et entrepreneur, Aurélien a vécu toutes les modes du business en ligne et il a créé la plateforme System.io. Je vous laisse découvrir son parcours. Bienvenue donc Aurélien, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Royal Développement. Tu as plusieurs activités, tu as un parcours qui est assez intéressant. Moi, je t'ai découvert au travers d'un premier livre qui parlait du blogging. Et puis, plus récemment, moi, je suis un de tes utilisateurs du System.io, qui est un outil qui permet de vendre des produits digitaux, notamment des formations. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Salut Patrick, merci à toi pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux nous situer un petit peu quel âge tu as et d'où tu viens, quel a été un petit peu ton profil, ton parcours, on va dire, avant d'arriver là où tu en es aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai 40 ans. J'ai commencé en fait, j'ai eu un bac+5 en informatique et réseau à l'université. Donc voilà, je n'étais pas un élève forcément brillant, donc je suis allé à l'université. J'ai réussi à avoir un bac+5. J'ai commencé à travailler comme salarié, comme administrateur système et réseau dans une petite boîte d'émergement en banlieue parisienne. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et en fait, j'ai commencé à tomber dans le monde du développement personnel. À l'époque, voilà, tu vois, j'avais la vingtaine, donc c'était les sites de séduction, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai notamment lu un petit livre qui s'appelait, mais un tout petit livre que j'avais acheté d'occasion, style, je sais plus, 2 euros, sur les quais. Et c'était du style comment gagner plus d'argent. Et dans ce livre, il y avait 2 conseils. Le premier conseil, c'était apprenez l'anglais, puisque c'est à la portée du premier imbécile venu. C'est ma machine à café, hein, vous inquiétez pas. Donc apprenez l'anglais parce que c'est à la portée du premier imbécile venu. Donc moi je parlais pas du tout anglais, c'était une catastrophe. J'ai eu 0 au bac en anglais. Je suis allé à la fac, j'étais dans le groupe des nuls et crois-moi que j'ai pas beaucoup progressé. Donc c'était apprenez l'anglais, premier conseil. Deuxième conseil, c'était si vous êtes à la technique, passez commercial. Donc j'ai commencé à apprendre l'anglais un petit peu tout seul, même complètement tout seul d'ailleurs, en faisant un petit peu tous les jours. Et j'ai quitté mon travail et je suis passé commercial dans une société de services en informatique. J'ai fait 5 mois. Ils ne m'ont pas gardé alors que je me suis démené, je travaillais comme un dingue, etc. J'ai fait des ventes, mais ce n'était pas assez. De toute façon, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, ils m'ont remercié et je suis parti en Australie avec un visa vacances-travail. Et là-bas, j'ai eu une opportunité. En fait, je suis devenu entrepreneur. C'était un petit peu mon rêve. Et j'ai lancé mon premier business. Donc, ça a duré 1 an et demi. Voilà, ça a très bien marché, j'ai gagné pas mal d'argent et enfin, j'ai gagné à peu près 100 000 euros, j'ai mis 50 000 euros de côté pour être précis. Et je suis rentré en France, je ne savais pas quoi faire, j'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1 000 euros par mois avec leur blog. Et du coup, j'ai décidé de me lancer, c'était il y a exactement 10 ans. Je me suis lancé sur Internet à temps plein. Voilà. Super, alors on va pouvoir revenir un petit peu sur les dates et les étapes clés avant ce passage et ce retour en métropole. Tu dis que tu avais une vingtaine d'années au moment où tu as commencé, tu étais dans ton cursus, etc. Tu as commencé les études d'informatique. T'habitais où à l'époque? Tu étais en région parisienne ou tu étais où? Bah, j'habitais, enfin, quand mon premier boulot, c'était à Massy. Moi, j'habitais à Longjumeau. J'avais un appart sympa, une Super 5. Une Clio, voilà. Et voilà, j'étais en mode. C'est des super années, hein. Franchement, je me suis éclaté. J'aimais bien cette boîte, j'aimais bien mon travail. Ce qui est dingue, c'est que je faisais des astreintes de nuit et en fait, très rapidement, je gagnais 3 000 euros net par mois, ce qui est toujours un bon salaire, hein, ce qui était un très bon salaire, tu vois, à 25 ans. Et du coup, bah, dès que je sortais du boulot, c'était voilà, quoi.
c'était un peu l'aventure, quoi. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne à Gennevilliers, j'avais vraiment pas d'argent. Donc là, j'ai commencé à m'éclater, j'ai commencé à sortir. Voilà, c'était cool. Quand justement, tu dis que tu viens d'un milieu où tu n'étais pas forcément voilà, nanti, où c'était pas forcément, je veux dire, les repères n'étaient pas forcément des gros salaires, etc. C'était une motivation pour toi justement de faire un cursus où tu avais en ligne de mire justement une certaine forme de réussite sociale ou économique, ou c'était quelque chose qui n'était pas forcément l'ambition numéro un, ou au contraire quelque chose qui était important pour toi? Ah non, c'est clair, c'était super important. Moi, si tu veux, c'est marrant parce que je sais pas si c'est vrai ou si c'est voilà, ma mémoire qui me joue des tours, mais j'ai cette image de moi où j'étais dans la cour d'école. Et c'est la cour d'école de l'école où j'étais en primaire, donc CP, CE1. Et je me souviens avoir pensé, moi, plus tard, au niveau professionnel, je vais pas faire de la figuration. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose d'intéressant. Et à l'époque, je me souviens que dans ma tête, gagner 15 000 francs par mois, c'était un truc de malade. Et 20 000 francs, c'était le truc de dingue. Donc, non, non, ça m'a vraiment donné les crocs. Tôt. Ouais, très tôt. Bah, tu sais, en fait, moi, j'ai eu un truc. Bon, voilà, enfin, c'est assez bizarre parce que on va dire, j'ai manqué de rien. Ma mère, elle m'offrait des jouets, etc. Mais c'est vrai que on n'était pas pauvres, mais on était juste au-dessus, quoi. Donc, on habitait dans une banlieue où il y avait beaucoup de problèmes. Voilà, il y a eu enfin, beaucoup de problèmes. On habitait à côté d'une grosse cité. Tu vois, je suis allé au collège à Paris. Clairement, bah, j'avais pas des fringues de marque. J'étais pas, voilà, je venais d'une banlieue un peu pourrie. Et j'avais quel âge? Je devais avoir, je sais pas, peut-être 7 ans ou 8 ans. Ma mère, en fait, elle m'a emmené, elle est allée demander un crédit. Et la dame, elle lui a super mal parlé. Mais tellement mal parlé, même moi, j'étais gêné pour ma mère. Voilà. Et ma mère, elle s'est mise à pleurer, elle m'a pris par le bras et on est sorti. Et je me suis dit voilà, que je détestais les banquiers. Voilà, clairement, c'était dur, mais ça m'a donné la niaque. Quand j'étais étudiant, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai commencé à travailler comme plongeur quand j'avais 18 ans. Après, j'ai fait serveur, j'ai fait plein de jobs d'intérimaire. J'ai fait ma dernière année d'études en alternance. Je gagnais, je crois, 1200 euros par mois à l'époque. Pour moi, je crois même que c'était même moins, c'était 900 euros, mais pour moi, c'était le nirvana. Donc, ça m'a donné la niaque et très tôt, j'ai commencé à me débrouiller pour gagner de l'argent. Et il y a eu de la chance. Clairement, la boîte où je suis tombé, où je faisais des astreintes de nuit, parce que je ne connaissais pas du tout ce système-là, c'était très dur. C'était une semaine, toutes les 4 semaines, on était réveillés toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, c'était très dur. Mais voilà, ça m'a permis de gagner tout de suite 3 000 euros net par mois et j'ai toujours gagné de l'argent et voire même beaucoup d'argent. Et je pense que ça vient vraiment du fait que j'ai manqué et que ça m'a poussé à trouver des solutions. Moi, je suis intimement convaincu que des choses, effectivement, qu'on a comme ça, des images, hein, comme ce souvenir de cette histoire d'emprunt dont tu parles, qui sont hyper fondateurs, en fait, dans la volonté qu'on peut avoir après à soulever ou à accomplir des choses. Est-ce que tu te rappelles pourquoi ces références matérielles? Est-ce que tu connaissais des gens? Est-ce que des inspirations, que ce soit des proches, hein, des proches de ta famille, qui eux avaient justement une forme de réussite sociale, et tu disais, bah, c'est justement ça pour moi une forme de réussite sociale. Tu disais par exemple, tu avais l'image en primaire de 15 ou 20 000 francs. C'était Franc, d'où ouais. venaient ces références? Est-ce qu'il y avait des gens en fait, qu'est-ce qu'un métier qui compte signifiait pour toi en fait? C'était quoi le nirvana ou le graal à atteindre? Parce que tu t'es tourné finalement vers l'informatique. Est-ce que c'était lié à ça ou pas du tout? Non, en fait, alors pour moi, faire un truc qui compte, c'est juste avoir de la réussite. À l'époque, je me disais, bah voilà, c'est être manager, c'était, je crois, être ingénieur, cadre, c'était un petit peu les références que j'avais. Parce que du côté de ma mère, enfin voilà, tout le monde était soit instit, soit travaillait à Pôle emploi, soit sortait de prison, tu vois, pour certains. Et bon, après, on va pas rentrer dans les détails, sinon ça va durer des heures. Mais en fait, moi, c'est un Bien peu sûr. spécial parce que j'ai grandi avec ma mère et mon père. Je le connaissais, je le voyais peut-être une fois par mois. Et mon père, c'est un gros dossier, on ne va pas rentrer là-dedans, mais grosso modo, pour faire simple, il a arrêté de travailler à 40 ans, il a fait construire un immeuble, il avait une boîte de comptabilité. Donc, lui, il avait plus d'argent. Alors après, il n'était pas non plus
enfin, il vivait d'une manière. Enfin, mon père, c'est assez un excentrique, donc on va pas rentrer dans les détails, mais et c'est quelqu'un qui est fou et qui est dangereux. Et aujourd'hui, personne ne lui parle dans la famille, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un gros dossier. Mais il m'a clairement, je pense que grâce à ça, le fait de le connaître, ça m'a permis de voir qu'il était possible d'avoir une vie différente. Parce que mon père, c'était voilà, c'était un excentrique, il avait un camion, il venait me chercher dans l'arrière du camion, tu avais un hamac. Quand j'avais 13 et 14 ans, on est allé à New York, passer 3 4 semaines. Alors, voilà, c'était beaucoup de conflits, etc. Voilà, ça s'est plutôt mal passé, mais ça m'a donné justement cette vision qu'il était possible de faire quelque chose de différent. Alors après des années plus tard, j'ai découvert qu'en fait, il avait un peu grugé ses frères et sœurs, et cetera. C'est comme ça qu'il a eu l'argent pour construire l'immeuble. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au moins, ça m'a donné cette vision. Et pour l'informatique, bah, c'est très simple. Comme j'étais pas un très bon élève, j'ai eu 10,16 au bac. Donc mais j'étais sûr que j'allais avoir, mais j'ai eu 10,16. Donc en fait, voilà. Et je suis allé à la fac et je me souviens, donc maths et informatique, parce que c'était voilà, le truc classique, tu vois. Et premier jour de la deuxième année, la prof, elle dit, bon, bah, les gars, faut choisir votre spécialité, c'est maths ou informatique. Moi, j'ai dit, ah bon, bah, je n'étais pas au courant. Bah, maths, clairement non, parce que franchement, c'est l'enfer, quoi. Tu fais 10 heures de maths en première année, c'est juste horrible. Et comme à cette époque-là, c'était à la fin des années 90, tu avais les startups, etc., ça embauchait, je me suis dit, bon, apparemment, l'informatique, il y a moyen d'avoir du boulot. Et boum, c'est comme ça que j'ai fait informatique. Ok, je comprends un peu mieux le choix, le choix de l'informatique Ouais, et je te remercie pour le partage et la digression un petit peu autour de l'environnement familial, car effectivement, bon voilà, c'est des choses toujours un peu personnelles, un peu intimes, mais comme c'est toujours aussi un élément constitutif, moi je le dis bien sûr. souvent, c'est vrai que les gens quand tu discutes avec eux, quand ils ont des blocages à passer à l'action ou à faire des choses, c'est toujours intéressant de faire un peu une introspective hein, sur soi-même pour voir d'où ça peut venir, parce que on a tous des références, des exemples ou des contre-exemples, et Ouais. c'est souvent important de comprendre ça pour arriver à avancer et à dépasser certaines choses. Euh, quand tu décides de partir, en fait, donc tu finis ce job comment dire, où tu restes 5 mois en fait en commercial et tu Commercial, ouais. plaques pour l'Australie. Bon, tu avais déjà fait un passage à New York. Qu'est-ce qui t'oriente vers ce choix? Pourquoi l'Australie et pas un autre endroit? Et on est en quelle année alors concrètement à peu près? Ouais, donc c'est en 2007. Donc moi, j'ai arrêté mon travail d'ingénieur, enfin administrateur informatique et réseau fin 2006. Et donc voilà, j'ai fait ce travail de commercial pendant 5 mois jusqu'à mars ou avril 2007. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc moi, j'ai toujours voyagé parce que j'ai toujours, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité, j'ai toujours voyagé. J'ai fait des super voyages. Justement, à la fin 2006, j'étais allé au Mexique avec un copain de la fac qui avait un copain qui faisait un VIE à Mexico et on a passé 2 semaines à bourlinguer dans tout le Mexique. C'était juste génial et ça m'a donné envie d'apprendre l'espagnol. J'ai commencé un peu à apprendre l'espagnol et du coup, ça va jouer un petit peu sur la suite des événements. En 2005, j'ai un ami de la fac qui était marié avec une Chinoise qui était en Chine et qui m'a dit, bah voilà, si tu veux, viens. Et j'avais fait refaire mon passeport exprès pour le cas où il m'en reparlait. Et quelques mois plus tard, sa femme, sur Messenger, elle me dit, ouais, bah en fait, tu veux venir? Boum, décembre 2005, je suis parti à Canton. On a fait. Donc voilà, j'ai toujours profité parce que les opportunités, il y en a. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça avait toujours été mon rêve de vivre à l'étranger, de vivre dans un pays anglophone. Et quand j'étais étudiant, que voilà, je bricolais, je faisais plein de petits boulots, etc. Je rêvais de partir faire une année à l'étranger et j'avais pas assez d'argent. Et donc, en fait, quand ça s'est arrêté, ce travail de commercial, je suis tombé sur une pub. J'ai vu qu'il y avait voilà, Visa Vacances Travail Australie. Je me suis dit, waouh, l'Australie, c'est un truc de dingue, ça fait trop rêver. Et genre, 2 jours plus tard, j'ai pris mon visa et j'ai pris mon billet d'avion, 11 septembre 2007, parce que je voulais que les gens, que ce soit facile pour eux de se souvenir de la date, tu vois. Et donc, je suis parti en Australie avec littéralement une valise. Et genre, j'avais même pas de réservation d'hôtel ni de planche. En fait, quand j'ai fait une escale à Abu Dhabi, et à Abu Dhabi, j'ai trouvé un guide du routard. J'ai regardé. Donc, l'escale, quoi, si tu veux. J'avais genre 2 heures d'escale. Et j'ai vu qu'il y avait King's Cross, c'était le quartier backpacker. Je suis arrivé à l'aéroport de Sydney. J'ai dit, ouais, King's Cross, comment on peut y aller? On m'a dit, tiens, tu prends le train. J'ai pris le train. Je suis arrivé à King's Cross. Je suis sorti de l'escalator. Au passage, il y a une fille qui m'a fait un beau sourire. Et je suis rentré dans le premier backpacker venu, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, parce qu'il était assez crade. Et voilà, l'aventure a commencé là-bas.
Et donc, tu pars en Australie finalement sur une publicité qui te séduit et tu serais tombé sur une publicité pour une autre destination. C'était, tu Alors, partais, ouais, alors oui et non, puisqu'en fait, tu avais le visa vacances-travail, qui est un truc juste génial, qui te permet d'avoir un visa où tu peux travailler pendant 1 an. Donc, tu sais que c'est un confort énorme parce que tu débarques, voilà, tu peux commencer à chercher du boulot. Donc, tu vois, c'était pas genre, tu pars 2 semaines en vacances en Thaïlande, quoi. C'était en mode, OK, je vais pouvoir passer 6 mois ou 1 an là-bas et travailler. tout à fait. Mais en même temps, finalement, tu pars assez vite, presque précipitamment, et t'as pas préparé le terrain. Je veux dire, là-bas, t'as pas de contact, t'as pas de point de chute précis, et tu sais pas ce que tu vas faire comme boulot, en fait. Tu te dis, on verra bien. Ouais, alors même pour développer un petit peu, mais c'est vraiment anecdotique, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, donc en 2004 tout seul, j'ai commencé à me faire des amis américains à Paris. En plus, je sortais beaucoup, je draguais, laisse tomber quoi. Je draguais dans la rue, je draguais dans les bars, je draguais sur Internet, je draguais au boulot. J'étais en mode, on va dire, un peu consommation. Donc voilà, c'était une période un peu marrante. Et en fait, je me suis fait des amies américaines. Et il y en a une qui m'a invité pour son anniversaire à New York. Donc c'était en juillet 2007. Donc j'étais au chômage. Je suis parti là-bas une semaine. On est allé à Washington, etc. C'était cool. Et en fait, elle m'a dit, ouais, viens à New York, tu vas te faire 80 000 dollars par an, etc. Donc moi, j'étais chaud. Et d'ailleurs, j'ai refusé un travail, puisque je cherchais du travail, j'avais une proposition ferme, et je leur avais dit, non, non, je vais repartir à New York, je vais chercher du travail là-bas. Et juste après, j'ai appris qu'en fait, il n'y avait plus de visa de travail pour l'année 2007. Donc, mon plan était tombé à l'eau, et c'est là où je tombais sur la pub pour l'Australie. Et là, je me suis banco, parce que tu vois, tu avais justement cette question du travail, où je savais que j'aurais un visa de travail. Ok, je comprends mieux. Pourquoi finalement, alors que tu montes un business là-bas, tu vas nous en toucher deux mots, euh, tu décides de finalement rentrer? C'est quoi? T'es allé au bout de l'histoire là-bas, ou simplement c'était administratif, il fallait que tu rentres par rapport à l'histoire du visa travail? C'était plusieurs choses. C'était le fait que le business que j'ai fait, en fait, c'était ce qu'on appelle une baraque à frites. C'est-à-dire que c'est un business qui génère du cash, mais tu ne crées pas vraiment un asset, quoi. Tu ne crées pas une société que tu peux revendre. Donc, en fait, quand je suis arrivé, j'ai fait un petit boulot qui consistait à vendre des peintures, des peintures à l'huile, des beaux tableaux en porte-à-porte. Et j'ai décidé de monter mon business. Donc, j'ai investi tout mon argent. Donc, à l'époque, c'était 15 000 euros. J'ai acheté un stock, j'ai acheté une voiture, j'ai recruté des vendeurs, on a commencé à travailler. Et c'était une super aventure. Je gagnais pas mal de cash, mais sauf que l'Australie, c'est super, mais pour y habiter tout le temps, voilà quoi, c'est un petit peu à l'autre bout du monde, ça manque un petit peu de culture. Au bout d'un moment, tu vois les barbecues sur la plage, la bière, c'est sympa, mais voilà, peut-être pas toute la vie non plus. Si tu veux voyager, bah, tout de suite, c'est minimum 9 heures d'avion, et puis bah, tu es en Asie. À l'époque, je me suis dit, bah, merde, si j'avais su, tu vois, j'aurais profité d'être en, en Europe où bah, en 12 heures de bagnole, tu es à Prague, quoi, depuis Paris. Tu as tellement de choses à voir. Donc, et puis, c'était difficile de rester au niveau visa, c'était pas impossible, mais c'était difficile. Et donc, bah, voilà, je suis rentré en France en 2009. Finalement, le vieux continent te manquait pour des tas de raisons, quoi. Ben, je te dis, le côté culture, je trouve que Ouais. vraiment en Europe, on a cette chance, et on s'en rend d'ailleurs pas forcément compte, hein. L'Australie, encore une fois, c'est extraordinaire. J'y suis retourné 10 ans plus tard avec ma femme. Donc en 2007, voilà, c'était vraiment super, mais aucun regret, quoi. Je trouve qu'en Europe, Ouais, tout à on a fait. une chance, on a un patrimoine historique, culturel. Je trouve que c'est autre chose, quoi. Et quand tu rentres, du coup, alors c'est une partie de l'histoire qui est racontée dans le livre, hein, où tu racontes cette aventure du blogging. Euh, c'est quoi déjà l'événement fondateur en fait où tu rencontres des gens qui vivent du blog en fait. Et pendant tout ton voyage en Australie, finalement, tu fais pas de blog. Ça aurait été une belle opportunité de le faire, mais tu ne le fais pas. Comment la rencontre avec les blogueurs francophones se produit déjà? Alors justement, c'est pas tout à fait exact, puisque justement, si en Australie, je crée un blog, puisque dès que j'arrive en Australie en 2007, je crée un blog sur Blogspot, hein, donc une plateforme pour créer son blog gratuit. Ça appartient à Google. Je mets de la publicité Google AdSense. Et en fait, bah, mon blog, personne ne le lit. Je vais gagner 2,55 € avec la publicité en 2 ans, et me dire que c'est impossible de gagner de l'argent avec un blog. Mais je continue quand même à publier quelques articles juste pour le plaisir. Et je commence à suivre des blogueurs, donc notamment Cédric Anissette sur son blog Business Attitude. Il y a Olivier Roland que j'avais croisé en fait une fois à Paris,
D'ailleurs, on n'avait pas trop accroché, on s'était même un peu, pas méchamment, mais voilà, on n'avait pas trop accroché. Qui lance donc des livres pour changer de vie. C'était donc en 2008. Voilà. Et je les suis sur Internet. Et en fait, quand je rentre en France, je cherche à rencontrer des gens. Donc, je rencontre d'abord Cédric Anissette. Donc, c'est vraiment l'événement fondateur, puisqu'en fait, on va déjeuner ensemble à la Défense où il travaille. Puisque lui, il fait ça, il a son blog, voilà, en plus de son travail. Et son blog lui rapporte voilà, 500 000 euros par mois. Et on déjeune ensemble et il me dit si tu as vraiment fait ce que tu as fait en Australie, parce que je lui raconte mon histoire, j'ai créé mon business, etc. Et lui, c'est la première fois qu'il me connaît, tu vois. Donc voilà, il m'a vraiment, je me souviens très bien, il m'a dit ça texto, il m'a dit si tu as vraiment fait ce que tu as fait, ce que tu dis que tu as fait en Australie, parce que c'est un petit peu fou cette histoire, tu vois. Il me dit tu ne devrais pas chercher un travail, tu devrais te lancer sur ton blog. Et je rentre à pied de la Défense jusqu'à Gennevilliers, je mets 3 heures. Et je réfléchis et je prends la décision de me lancer à temps plein sur mon blog que personne ne lit. Et d'ailleurs, le soir même, je refuse un travail. C'est un petit peu ce que j'explique, c'était un petit peu mon accroche, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que j'étais vraiment en phase de négociation finale. Quand je te dis finale, c'est que le matin même, la RH, elle m'appelle, elle me dit voilà, on vous propose 45 KE, etc. Ou 50 KE, je ne sais plus. Et je lui dis voilà, moi, c'est 50 KE. Et le soir, j'envoie un message où je l'appelle, je ne sais plus, mais je lui dis voilà, j'ai décidé de partir sur un projet de créer une entreprise. Et donc, voilà, je ne vais pas continuer avec vous. Parce que tu réalises quoi que c'est vraiment régressé à ce moment-là par rapport à ce que tu as déjà fait ou accompli. Tu te dis c'est un renoncement que de prendre ce boulot à ce moment-là. Bah, c'est évident, c'est une solution. En fait, si tu veux, moi, quand je suis rentré en 2009, déjà, j'ai regardé un petit peu le marché, les produits, puisque j'avais quand même quasiment, enfin, j'avais des milliers de peintures qui me sont restées sur les bras, que j'ai fait expédier par bateau depuis l'Australie jusqu'à Gennevilliers, qui sont entreposées dans un truc de stockage. Il y a presque 1 tonne de matériel avec les étagères que j'ai construites et tout. Et je me rends compte que c'est un produit qui est totalement mort. Au final, je refourgue tout ça sur le Bon Coin pour 900 euros. Et ensuite, bah, je vais commencer à essayer de chercher des business. Et comme en Australie, je me suis fait des amis français que j'ai toujours d'ailleurs, qui eux travaillent sur les foires. Je commence à regarder qu'est-ce que je pourrais vendre sur les foires et marchés. Donc j'étudie tout, les poulets rôtis. Après, je suis passé sur boulanger, boucher. J'ai tout étudié parce que c'est ça, c'est que tu vois, enfin, j'avais des amis, donc ces amis-là que j'ai rencontrés qui gagnaient très bien leur vie. Et je sentais qu'ils étaient un peu complexés parce que si tu veux, dans notre société, voilà, quand ils vont en soirée, bah, les gens ricanent parce que tu vois, ils vendent sur les marchés, etc. Alors qu'ils gagnent 3 fois plus que les gens qui travaillent dans un bureau et qui ont des diplômes. Donc c'est un petit peu. Et comme moi, je suis observateur et j'aime bien regarder un petit peu l'envers du décor, bah, j'ai vu que effectivement, voilà, ça gagne très bien. Finalement, pour diverses raisons, au final, je l'ai pas fait et donc par défaut, je cherche du travail, j'ai cette proposition ferme. Et quand je rencontre Cédric, bah, je me dis voilà, c'est pareil que quand j'ai lancé mon business en Australie. Quand j'ai lancé mon business en Australie, je me souviens très bien, ça m'a pris 1 mois. Je me réveillais le matin, j'étais en sueur, j'étais stressé parce que je me disais voilà, tu vas cramer toutes tes économies, tu vas rentrer une main devant, une main derrière en France. Et à chaque fois, c'était toujours le même raisonnement. Je me disais bah ouais, et alors, j'aurais une super histoire à raconter à la machine à café. Au moins, j'aurais essayé et je l'ai fait et ça a cartonné. Et donc là, je me suis dit, voilà, c'est l'opportunité, je vais le faire. Je vais essayer de gagner de l'argent avec mon blog, de voyager. Je suis parti, j'ai rendu un petit studio que j'avais à Paris. Je suis parti voyager en Europe de l'Est, ensuite en Colombie. Et voilà, je pense que et si tu regardes Jeff Bezos, qui pour moi est une inspiration énorme, je le suis beaucoup. J'ai lu voilà, le livre qui retrace l'histoire Amazon, je regarde toujours ses interviews. Il explique toujours que voilà, quand il a lancé Amazon, il a laissé un travail super bien payé à New York. Et il dit, bah, en fait, c'est clair que si je ne l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie. Et il y a des moments où il faut passer à l'action, surtout que quand on regarde les risques, bon, bah, ça va, ce n'est pas la fin du monde. Au pire du pire, tu as perdu 1 an, 2 ans, un petit peu d'argent, mais voilà, c'est pas la fin du monde. Surtout dans un contexte où aujourd'hui, plus que jamais, on est intéressé par des questions plus profondes comme la santé ou des choses comme ça. Ça semble effectivement anecdotique
de mettre entre parenthèses, on va dire, sa carrière professionnelle pendant une année ou deux, le temps de lancer un projet, quoi. Ouais. Tu repars donc quasiment immédiatement pour alimenter le blog et en voyage, ou tu fais un stop de quelques temps en France, là? Non, 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 je te dis, j'ai rendu mon studio à L'appart? Paris, que j'ai fait profiter à un copain qui l'a récupéré. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un ami qui m'a écrit hier, qui m'a dit, voilà, il y a 10 ans, on était à Prague, parce qu'en fait, je suis parti à Prague quelques jours avec lui. Et ensuite, je suis parti donc en Pologne, donc c'était juillet 2010, passé un mois. Après, j'avais rencontré une nana de Slovaquie, je suis allé en Ukraine, je suis allé là-bas en Slovaquie. Après, je suis allé en Hongrie, j'ai retrouvé ma mère pour fêter mon anniversaire. Ensuite, je suis rentré à Paris. Et en fait, j'étais hyper actif, c'est-à-dire que sur Paris, j'essayais de rencontrer vraiment tous les gens qui étaient dans le business un peu du blogging, du web marketing. Et j'ai découvert que donc Olivier Roland avait fait un lancement, donc c'était vraiment toute fin 2009, début 2010. C'est à la base, c'est Cédric Anissette qui m'en avait parlé. Il m'a dit voilà, il a fait un lancement, il a fait 100 000 euros tous les mois. Il y a des clients qui payent, il y a des paiements récurrents, etc. Et Olivier, il en parlait. Et j'ai découvert que c'était Sébastien Knight, Sébastien, marketeur français, que j'avais également rencontré à Paris une fois, puisqu'il était dans la communauté de la séduction. Il m'avait fait très bonne impression. Je m'étais dit, c'est quelqu'un de très intelligent, de très brillant, et qui avait lancé un business de coaching en séduction. J'ai appris que c'est lui qui avait fait le lancement de Olivier. Je me suis rapproché de Sébastien, je lui ai proposé de faire une interview. Donc, comme tu as fait avec moi aujourd'hui, donc il est vraiment possible voilà, d'avoir accès à des gens, de les contacter, etc. Et à la fin de l'interview, je lui ai dit que j'aimerais bien faire un lancement. Et il m'a dit, bah, écoute, c'est possible, mais ça coûte cher. Je lui ai dit, bah, écoute, il se trouve que j'étais en Australie, j'ai de l'argent de côté. Et donc, j'ai investi la moitié de mon argent, c'est-à-dire 24 000 euros, pour travailler avec Sébastien pour faire un gros lancement. Et on a commencé par créer une formation marketing donc, qui s'appelait Blog et Gagner, qu'on vendait à 1 000 euros, que j'ai vendu en webinar. Donc, tout de suite, on a fait 10 000 euros de vente. Et l'année suivante, on a fait un vrai lancement orchestré avec des partenaires. On a eu 13 000 personnes qui se sont inscrites pour voir les vidéos de formation. Et sur ces 13 000 personnes, il y en a 550 qui ont acheté la formation à 1 000 euros. Donc, on a fait 550 000 euros de vente en 2 semaines. Je me rappelle bien de cette aventure que tu décris, que tu racontes dans le livre. C'était vraiment avec les tournages, avec le départ en tournage exotique à droite à gauche. Ouais, ça c'était génial. On est parti à Rio, moi, Seb et le caméraman. On est parti le vendredi, on est rentré, donc on est parti le vendredi soir à Rio. On est arrivé le samedi matin, on a commencé à tourner les vidéos. Ensuite, on est parti sur une île, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et le lundi soir, on est reparti de Rio. On est arrivé le mardi matin à Paris. C'était vraiment une aventure extraordinaire. Tu es resté sur ce business model, du coup, après, bon, j'imagine sur cette réussite, sur ces premières grosses réussites, tu te dis, bah, tu es resté là-dessus, sur ce modèle, ou l'idée d'aller sur quelque chose de plus récurrent. On dit souvent que quand on suit un peu cet environnement, pour les auditeurs, ce qui est très à la mode, on va dire maintenant, on va dire le 2.0 du marketing web, de la formation, etc., c'est les revenus récurrents, c'est les systèmes d'abonnement. C'est ça qui te conduit derrière à créer la plateforme. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu arrives à la création de la plateforme? Ouais, alors il y a eu un cheminement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on fait donc 550 000 euros de vente. Alors, comme j'explique toujours, je suis assez transparent sur les chiffres. Donc, au final, quand tu as payé la TVA, que tu tiens compte des remboursements, de l'attrition, c'est-à-dire des paiements en plusieurs fois qui passent pas, des frais, des commissions d'affiliés, etc., il a dû me rester peut-être 120, 130 000 euros net hors taxe dans la boîte. Donc, c'est très bien, mais ce n'est pas 500 000 euros non plus. Donc, dans la foulée, mais quand je te dis dans la foulée, c'est-à-dire qu'on a fermé les portes du lancement. On était à Roissy avec Seb, on a pris l'avion. On est arrivé donc à Phoenix pour assister à l'événement de Jeff Walker, qui est un petit peu l'inventeur des lancements orchestrés aux États-Unis. Et donc, dans la foulée, je me suis inscrit pour son mastermind. Donc, ça coûtait, je crois que je payais 14 000 $ par an. Pour trois réunions. Donc pour moi, voilà, c'était tu vois, la découverte d'un nouveau monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, j'ai continué à faire des lancements. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque année, mes lancements rapportaient moins.
Et j'étais pas très à l'aise pour plusieurs raisons. J'ai jamais vraiment accroché avec ce business model parce qu'en fait, voilà, tu fais un gros pic de vente, mais après, ça baisse tous les mois. Et je me disais, mais est-ce que j'ai un business ou est-ce qu'en fait, j'ai fait un braquage il y a 6 mois et tu vois? Et, Ouais. Pourquoi les gens ne rachètent pas si je suis tellement bon en fait, pourquoi les gens n'adhèrent pas dans le long terme, etc. Enfin, on peut se non, poser. c'est pas qu'ils adhèrent pas dans le long terme, c'est que je proposais rien d'autre, mais c'est que j'aimais pas ce business model et que je j'avais pas l'impression, je me sentais pas serein, tu vois? En plus, et c'est ça qui était marrant, c'est-à-dire que donc j'étais dans le groupe de Jeff Walker, donc la plupart des entrepreneurs, bah, ça cartonnait, tu vois? Chaque année, ils faisaient plus dans leur lancement, bah, moi, chaque année, je faisais moins, et je pense que c'est le fait qu'au départ, c'est pas venu de moi, c'est venu du fait que j'avais, engagé Sébastien et c'est lui qui avait fait tout le marketing et du coup, je me suis jamais vraiment approprié ce mécanisme et bon, tu parlais revenus récurrents, bah, c'est un gros souci quand même de ce business model, et c'est marrant parce qu'au départ, quand on dit les lancements orchestrés, tu vas faire 1 an de chiffre d'affaires en 2 semaines, tu dis: «Waouh, c'est génial» et en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que, bah, déjà, c'est un pic d'activité donc bah, c'est une source de stress de dingue. Si tu te loupes, bah, tu as foiré ton chiffre d'affaires de l'année, donc tu es dans la merde. Tu as pas de revenus récurrents. Comme c'est un événement qui arrive une fois, bah, c'est difficile d'optimiser puisque tu vois, tu es un petit peu dans l'urgence, tu vois, tu peux pas vraiment split tester, tu peux pas vraiment optimiser puisque tu es pas sur un processus récurrent, tu es sur un truc qui revient mais une fois par an donc ça a énormément d'inconvénients. Moi, j'ai jamais accroché et ce qui s'est passé, c'est que donc ensuite tu as eu 2012, 2013, 2014 et fin 2014, j'ai décidé donc d'arrêter le lancement, d'arrêter le mastermind aux États-Unis et je suis parti tout seul dans mon coin. Donc voilà, j'avais mon business, ma liste email, je faisais des vidéos sur YouTube qui marchaient pas énormément, voilà, pour être très clair, mais j'avais quand même un système qui me permettait, grâce à ces vidéos sur YouTube et également à mes blogs, je sais plus combien je faisais de leads, enfin de nouveaux inscrits sur ma liste email par jour, mais c'est à peu près une centaine. Et je faisais, allez, on va dire 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ce qui est quand même tout à fait honorable. Ce qui est tout à fait honorable, et je vais être très sincère avec toi, puisque je suis quelqu'un voilà, d'assez transparent. Je trouve que c'est assez, enfin, je préfère travailler comme ça. J'étais dans une situation assez bizarre où en fait, je gagnais très bien ma vie et je me sentais comme un échec. Parce que j'entendais, voilà, les autres, ils faisaient des lancements, ils faisaient 1 million, 2 millions. Et moi, j'étais tout seul dans mon coin. Alors, justement, bah, ça a coïncidé avec notre installation à Lisbonne, puisque donc, voilà, j'en ai pas parlé, mais quand je suis parti en 2010 en Colombie, j'ai rencontré ma femme, ma future femme. On s'est mariés en 2013. Donc, 2013-2014, on a habité en Colombie et on est parti voyager à Lisbonne, au Portugal. Et voilà, je suis juste tombé amoureux de cette ville. Et donc, on est venu s'installer à Lisbonne en 2015. Donc, sur le côté personnel, c'était voilà, c'était génial. On était très content d'être à Lisbonne. Sur le côté professionnel, voilà, encore une fois, je gagnais ma vie très correctement, mais c'était un peu difficile et surtout, bah, j'étais tout seul et puis j'entendais parler des autres qui cartonnaient, etc. Et donc 2015-2016, c'était un peu difficile. Et en fait, pourquoi je suis parti sur ce business récurrent? Déjà, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle The Automatic Customer. C'est de John Varillo. C'est quelqu'un qui a écrit un autre livre que j'avais lu et qui m'avait beaucoup inspiré, qui s'appelle Build to Sell, où c'est vraiment sur comment valoriser son business. Donc, Build to Sell, c'est construit pour être revendu. Sous-entendu, bah, ça a de la valeur. Donc, un livre très, très intéressant sur comment créer un business qui a de la valeur et qu'on peut revendre. On J'avais mettra beaucoup aimé. on mettra dans les Voilà, descriptifs. Ouais, je prends tu pourras le note et mettre je mettrai. dans, tu pourras le mettre dans les notes. Donc, il y a Build to Sell que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé très pertinent. Et ensuite, The Automatic Customer sur comment créer un business avec des revenus récurrents, que j'ai lu, je pense, début 2016. Et c'est ce qui m'a décidé de lancer une offre par abonnement. Donc, j'ai lancé le Pass Business. C'était, je pense, en avril 2016. Donc, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tout le monde. C'est pas pour faire le vieux con, mais ça me fait rigoler quand je vois tout le monde aujourd'hui qui lance des offres par abonnement. Alors, je vois de temps en temps fleurir le Netflix des formations. Bah, le Netflix des formations, je pense que je suis le premier à l'avoir lancé de très, très loin. C'était donc il y a 4 ans, quoi. C'était en avril 2016 avec le Pass Business qui était la première offre par abonnement pour des formations marketing à moins de 20 euros par mois, puisque c'était 19 euros par mois. D'accord. Il y avait des offres par abonnement, mais c'était 97 euros par mois. Donc,
Ça m'a permis de générer assez rapidement 10 000 euros de revenus récurrents. Ça m'a permis un petit peu de commencer à me frotter aux offres par abonnement où tu as la mécanique de l'attrition qui est assez intéressante. C'est-à-dire que chaque mois, en fait, tu perds des clients et le jeu, c'est d'ajouter plus de nouveaux clients que tu perds de clients pour pouvoir augmenter ton revenu mensuel récurrent. Déjà, ça te donne plus de stabilité parce que tu peux partir en vacances un mois et tu continues à engranger des revenus récurrents. Et en parallèle, il y avait un petit peu cette réflexion par rapport justement au logiciel où moi, depuis très longtemps, depuis 2011-2012, j'écoute des podcasts sur des startups, des applications SaaS. Donc ça, c'est Software as a Service. C'est quand tu payes mensuellement pour un site internet, pour un logiciel. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai vu que il y avait plein de gens qui créaient des applications SaaS, qui gagnaient beaucoup d'argent. Nous-mêmes dans le marketing, moi j'utilisais Aweber pour gérer ma liste email. Et Aweber, j'ai découvert qu'il faisait entre 10 et 20 millions de dollars annuels de chiffre d'affaires. Donc il y a Énorme. un petit peu. Ouais, alors c'est énorme et en fait c'est un des plus mauvais. Donc c'est ça qui est assez rigolo puisque j'ai découvert par la suite que Mailchimp. Tu connais le chiffre d'affaires de Mailchimp en 2019? Tu as une idée? De Mailchimp, ouais, Ouais, ça doit être considérable puisqu'il s'est utilisé dans énormément de boîtes en plus, je veux dire ouais, institutionnelles. Chiffre d'affaires annuel, je dirais plusieurs centaines de millions de dollars. ouais, bien joué. T'es pas mal du tout. Ils ont une croissance qui est fulgurante parce qu'il y a encore, je sais pas, 2-3 ans, j'ai entendu que c'était 200 millions, puis 400 millions. Et là, en 2019, ils prévoyaient de faire 700 millions. Donc, c'est juste énorme. Les deux cofondateurs sont milliardaires. Hein. Bah, ça m'étonne pas. Je sais qu'une des plus grosses réussites de logiciels et d'applicatifs des dernières années, je pense que tu le devines, hein, c'est Instagram. Je crois que j'avais lu, c'est 16 ou 18 mois, 1 milliard. C'est-à-dire 400 millions, 400 et, respectivement 400 et 100 millions pour les deux fondateurs en 16 ou 18 mois, tu vois. Ouais, alors attention, parce que c'est pas tout à fait pareil, parce que Instagram, c'est pas du SaaS. Non, c'est encore autre chose, mais dans l'applicatif en général. Après, tu prends Evernote, on peut considérer Evernote en SaaS, éventuellement, qui est très Ouais, très tout à fait, bien utilisé, sûr. qui est plus proche aussi peut-être de certains auditeurs, parce que bon, beaucoup de gens prennent des notes, et Ouais. Evernote est vraiment puissant. Enfin, je crois qu'Evernote était pendant longtemps dans le top des meilleures apps en fait, de l'App Store, par exemple. Alors Evernote, c'est une boîte, en fait, je suis de loin, j'utilise Evernote tous les jours. J'adore prendre des notes, même si le logiciel a quand même, enfin voilà, je pense qu'on pourrait faire mieux, mais Evernote, c'est une boîte qui est en difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont investi un petit peu n'importe comment, ils se sont retrouvés en difficulté, mais il y a déjà longtemps, hein, il y a déjà 3-4 ans, ils ont commencé un petit peu à redresser la barque, mais c'est pas une boîte qui cartonne en fait. C'est D'accord. une boîte qui a une valeur évidemment, qui doit valoir plusieurs, je sais pas, dizaines, voire centaines de millions de dollars, mais c'est une boîte qui est pas qui est pas en croissance, quoi. Ce qui est marrant, c'est de voir que tu me parlais de Mailchimp là, il y a 2 secondes. Il y a pas mal d'alternatives. Je discutais récemment avec quelqu'un d'autre qui a aussi une boîte en France. Et il y a des alternatives. Je pense à HubSpot, par exemple. Ouais. Et c'est marrant que pourtant des gens concurrencés, etc. C'est le principe. Souvent, les gens disent, je vais pas me lancer, il y a déjà des concurrents. Et je leur dis, mais pourtant, bon, il y a Adidas, il y a Nike, et puis plein d'autres. Je veux dire, il y avait New Balance, ou t'as plein de marques en fait de sportwear ou de chaussures qui existent et de nouvelles qui se lancent chaque jour probablement. Et c'est un peu pareil pour les logiciels, tu vois, il y a Mailchimp, HubSpot existe à côté, je sais pas s'il fonctionne très bien aussi Non, mais versus. attends. Alors, c'est ce que tu dis, c'est génial parce que c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire, je suis exactement comme toi. C'est-à-dire que moi, dès le départ, je me suis dit, voilà, on va aller sur un marché où il y a des boîtes qui font entre 5 et 100 millions. Donc, 100 millions, c'est Infusionsoft. 5 millions, c'est, je sais pas, ConvertKit à l'époque. Voilà, aujourd'hui, ils font 20 millions. Et je me suis dit, si on est mauvais, on fera 1 ou 2 millions. C'est vraiment ce que je me suis dit. Tu vois, c'est pas autre chose. Et parce que 1 ou 2 millions, c'était beaucoup plus que ce que je faisais à l'époque. Tu vois, je faisais 20-30 000 euros par mois. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même génial, c'est-à-dire que je vous conseille de lire. Alors, il y a tellement de livres. Hein, de toute façon, il faut lire, c'est important. Il y a tellement de livres. Mais j'ai lu l'autobiographie de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Tout à fait. Tu l'as lu? Ouais, ouais, aussi, ouais. C'est génial. Oui, Attends, mais quand il s'est lancé, il y avait déjà Adidas, c'était la référence. Donc, c'était des Allemands. Donc, Adidas, c'est deux frères. Il y en a un qui a fait Adidas et l'autre qui est parti, qui a fait Puma, je crois. Et Nike, aujourd'hui, c'est number one. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir ce qu'il est possible de faire, puisqu'il a pris un marché. Alors, c'est un petit peu particulier, parce que c'était un marché qui était en forte croissance, etc. Mais voilà,
il est parti de rien et il a créé un empire et aujourd'hui, ils sont numéro un. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, cette marque-là, donc je trouve que le logo est vraiment moche, mais on la voit partout maintenant. Tu vois ce que c'est cette marque de sportswear? Laquelle? Euh, Parce qu'ils ont racheté justement l'application de MyFitnessPal que j'utilise et c'est New, je sais pas quoi, enfin bon bref. Et, et je voyais de plus en... Ouais, bah là j'ai MyFitnessPal, je vois le logo, je peux te le décrire, c'est genre on dirait deux haltères, enfin une haltère. Mais j'aime pas du tout ce logo et je le vois partout maintenant. Et du coup, l'année dernière, j'ai cherché et j'ai vu que c'est un ancien, je crois, joueur de football américain qui a créé cette marque, mais il y a 15 ans. Et aujourd'hui, il est milliardaire. De toute façon, mais je vais faire une petite transgression, enfin une digression, c'est euh, sur la location courte durée, tu vois, par exemple dans l'immobilier, pour approcher sur un autre sujet, où les gens se Ouais, demandent ouais. est-ce que tel secteur marche, est-ce que tel secteur marche. Et je dis souvent, s'il y a un hôtel, il y a un business. C'est-à-dire que Oui, te exactement. lancer dans un secteur où il n'y a pas d'hôtel, peut-être, peut-être qu'effectivement oui, c'est possible, mais certainement que s'il y en a un et qui tourne, bah, c'est moche, hein, mais tu vas peut-être lui prendre quelque part de marché ou proposer une offre alternative parce qu'on fait quand même pas tout à fait la même activité, faut pas se mentir. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que souvent un des problèmes, c'est de lancer un produit pour un marché inexistant, quoi. Le mec qui essaie de développer, je sais pas le vélo subaquatique je sais pas, pour une population très particulière, tu vois, il est pas sûr de son marché, pas du tout. Il va peut-être passer un temps fou à développer un produit qui n'existe pour aucun client. Alors que quand tu te lances effectivement dans une marque de vêtements, de sportswear ou d'autres choses, a fortiori, étant donné qu'il y en a qui cartonnent, comme tu dis, il y a un marché. Donc déjà, tu as au moins vu juste là-dessus. Peut-être qu'il est saturé, mais il existe en tout cas. Non, mais enfin, moi, c'est vraiment ce que je pense. Et je donne toujours l'analogie. Si vous voulez lancer un resto, oui, il y a toujours des gens qui veulent lancer. Tu vois, j'avais vu un truc une fois, je sais plus, c'était en Amérique latine, genre une pizza en forme de cône. Oh, bah, c'est bien, c'est rigolo, mais je veux dire, personne n'a envie de manger ça, tu vois. Donc, tu vas te retrouver à galérer. Moi, si je veux lancer un resto, je vais prendre un concept qui marche. Tu vois, ça peut être le burger, ça peut être le sushi. Je vais regarder qu'est-ce qui marche et ensuite, je vais le faire à ma sauce, c'est-à-dire, voilà, ma carte, mon prix, le nom du resto, ma décoration, tu vois, mon énergie, ma passion. Et il faut comprendre un truc, c'est que donc, en prenant une idée qui fonctionne déjà, bah, tu prends beaucoup moins de risques. Par contre, après, il faut être bon dans l'exécution. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et je viens de trouver, donc, c'est Under Armour. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok. Voilà. C'est d'ailleurs c'est une marque qui a énormément cartonné, qui s'est positionnée aussi sur un segment, tout ce qui est force de l'ordre, vêtements militaires, D'accord. vêtements de compression, etc. Alors je ne sais pas si c'était le premier axe de développement, mais en tout cas, je ne sais pas s'ils ont commencé par la gamme militaire et après sont venus sur la gamme civile ou vice versa. Mais c'était une gamme qui était très populaire dans tout ce qui était voilà métier au service du public, etc. Enfin métier de la fonction publique. D'accord. Euh, Ce qui nous amène donc du coup, c'est tu lances du coup ton logiciel SaaS, tu décides de travailler sur cette solution SaaS en 2015, 2016 du coup à peu près. Ouais, alors c'est marrant parce que je prends la décision, c'est rigolo parce que justement il y avait Olivier Roland qui était de passage à Lisbonne, puisque malgré le fait que j'étais vraiment parti de mon côté et on n'avait plus beaucoup de rapports, bah, on est toujours, parce qu'il y a des gens qui ont dit ouais Aurélien, même les gens inventent des choses, il y a des gens qui m'ont dit 2 ans plus tard, apparemment il y a une histoire de commission d'affiliation, non mais les gens mais se font des films quoi, grave, on n'était pas du tout en froid, c'est des gens que j'ai toujours appréciés, c'est juste que moi je voulais prendre du recul pour vraiment trouver ce qui marchait pour moi, donc j'ai commencé à lancer plein de petits produits. J'ai commencé à lancer le Pass Business, une offre par abonnement. Et, euh, et en fait, il y a Olivier Roland, je me souviens, on prenait un verre, donc ça devait être juillet ou août 2015, et j'en discutais avec lui. Et je crois que c'est ce jour-là où vraiment j'ai dit, voilà, je vais lancer un logiciel, puisque j'avais commencé à expérimenter. J'avais un développeur au Bangladesh qui m'avait fait une intégration Stripe, qui me permettait de vendre le Pass Business, etc. Et en fait, alors pour la faire, voilà, pour dire rapidement, enfin décembre 2015, j'ai signé avec un client français, un client de mes formations qui avait une boîte de développement au Maroc. Ça s'est très très mal passé, c'est-à-dire que c'est au bout enfin j'ai perdu 1 an et 30 000 euros. Voilà, pour la faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment des incapables de première. C'est assez extraordinaire. J'étais désespéré.
Donc, j'ai refilé le bébé à mon développeur au Bangladesh qui m'a dit, t'inquiète pas, je vais recruter des mecs sur Upwork, etc. Et on a fait la migration et ça marchait plus du tout. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, mais c'est voilà. Et du coup, j'étais désespéré et en fait, j'ai trouvé un développeur sur lequel j'ai pu compter. J'ai tout de suite vu la différence avec les autres et un développeur russe. Et du coup, on a recruté deux autres développeurs. On a commencé à construire le produit, donc c'était janvier 2017. On l'a lancé. Donc en 2017, petit à petit, j'ai migré mon business dessus. Donc d'abord ma liste email, donc j'ai arrêté Aweber après 7 ans, quand même, 7 ans abonné chez Aweber. Tu vois, je payais genre près de $1000 par mois. Je suis passé donc sur System.io, sur notre logiciel. Ensuite, j'ai migré mes pages de paiement et ensuite, j'ai migré mes formations. Voilà, ça a été le process donc en 2017. Et donc, on a lancé le logiciel sur ma liste. C'était en 2018, donc ça fait 2 ans. Et ça a été, c'est juste extraordinaire, puisque si tu veux, quand on s'est lancé, il y avait déjà ClickFunnels et LearnyBox qui étaient très, très bien installés. C'est-à-dire que les gens nous voyaient un peu en mode c'est quoi l'intérêt, quoi, tu vois? Il y a déjà ClickFunnels et Le LearnyBox. prix, Et le si prix, tu... non? Alors, il y a le prix. Nous, on pensait aussi qu'on avait un logiciel qui était plutôt bien foutu, facile à utiliser. Et en fait, ça a été une aventure extraordinaire parce que, si tu veux, 2 ans plus tard, aujourd'hui, j'estime qu'on a 2 fois plus de clients que ClickFunnels et 2 fois plus de clients que LearnyBox. Je n'ai pas leurs chiffres exacts, mais je suis assez bon pour les chiffres. J'ai plusieurs méthodes de recoupement, etc., d'évaluation. Et je suis à peu près persuadé qu'on a 2 fois plus de clients qu'eux. C'est intéressant. Alors, moi, j'ai fait une rapide incursion sur LearnyBox il y a quelques années de ça. Je suis sur ta solution, hein, je te l'ai dit. ClickFunnels, j'ai jamais adhéré. Alors, je crois qu'un des blocages pour pas mal de gens, bon, c'est évidemment c'est que c'est en anglais. Ça peut être un premier frein. Le deuxième frein, c'est que c'est quand même, à mon sens, un peu une usine à gaz à prendre en main et ça demande aussi une interconnexion souvent, sauf si ça a changé, tu m'arrêtes, avec des logiciels externes. Ouais. Ce qui n'était déjà pas plus le cas avec LearnyBox, quoi, où tu étais un peu tous sous le même écosystème et comme le tien d'ailleurs. Ouais. Quand tu disais que justement t'arrivais dans un paysage déjà occupé et que je te faisais en disant c'est le prix, parce que c'est vrai que pour extérieurement, quand moi j'ai vu arriver une solution alternative, tu regardes effectivement le rapport service, prix, fonctionnalité, UX design, comment dire, Ergonomie. prise en main, c'est-à-dire est-ce que c'est friendly user ou est-ce que ça va être un truc pas possible à appréhender, encore un outil de plus, etc. Donc c'est intéressant de voir que 2 ans après, effectivement, tu as réussi un peu à casser, à monter sur le podium à côté des mastodontes et à les dépasser. Ben écoute, tu sais, alors déjà moi au niveau professionnel, du coup, c'est difficile à décrire, quoi, mais je prends un plaisir de dingue. Alors il faut savoir que il y a quelque chose de magique dans cette équipe, c'est-à-dire que dès le départ, avec mes développeurs, je sais pas, on aime travailler ensemble. Je travaille directement avec eux pour le produit, en fait, c'est-à-dire c'est moi qui leur dis comment on doit faire. Après, on en discute. Des fois, ils me font des remarques, etc. Ils font attention à l'ergonomie d'eux-mêmes. Ils prennent des initiatives, mais c'est moi qui leur dis voilà, il faudrait faire comme ça. Et je suis toujours un petit peu au contact sur le groupe Facebook avec les utilisateurs, les affiliés, etc. Mais ouais, c'est vraiment. Des fois, je me dis voilà, ça se trouve, c'est bête, mais je me dis, voilà, ça se trouve, je suis mort, en fait, et je suis en train de le rêver, tout ça, parce que c'est juste fou, quoi. C'est-à-dire que même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pu imaginer que ça se passe comme ça. Et pour moi, c'est que le début, c'est-à-dire que aujourd'hui, en 2020, notre priorité, c'est pas notre priorité, mais c'est un gros axe de développement, c'est le marché anglais. Et il faut savoir que System.io, on a une petite centaine de clients anglophones. Alors, quand je dis marché anglais, c'est tous les pays anglophones, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne, en Turquie. On a un client au Nigeria. Je crois qu'on a 3 clients en Suède. Donc voilà, c'est tout le marché anglophone qui, pour moi, à vue de nez, est 20 fois plus important que le marché francophone. Tu disais tout à l'heure que tu comprenais pas, c'était assez paradoxal que finalement à l'époque tu faisais à un moment donné quand tu étais tout seul, tu disais 20 000 euros par mois, mais tu avais peut-être en fait dans ton subconscient le fait que
t'étais pas, l'objectif n'était pas atteint. C'est-à-dire que tu n'avais pas lancé quelque chose, tu disais dans la cour un truc qui compte, un truc qui change vraiment. Tu étais dans le milieu du web digital, etc. T'avais pas laissé ton empreinte, en fait, avec un outil vraiment qui deviendrait un des outils de référence. Finalement, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu es en train de vivre le truc pour lequel tu avais entre guillemets construit ton parcours, quoi. C'était un peu l'objectif, quoi, même si tu le savais pas à ce moment-là, quoi. Ouais, alors pas forcément, parce qu'en fait, c'était plus terre à terre, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment. En fait, bon, alors tu as une question d'ego, c'est-à-dire tu dis, bah attends, moi j'estime que je fais quand même mon travail, tu vois, je suis tout le temps en train de lire des livres, je suis passionné par mon business, j'aimerais que. Tu vois, c'est comme si tu joues à FIFA, bah, tu as envie de gagner, quoi. Tu vois, c'est un peu logique. C'est aussi bête que ça. Donc, tu avais une question d'ego et puis tu avais une question aussi matérielle où je ne me sentais pas vraiment en sécurité, c'est-à-dire je ne me sentais pas avoir un business où je suis, comment dire? Safe, quoi. Ouais, safe, c'est ça, je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille pour toujours. Donc, voilà, c'était vraiment les deux motivations principales. Et voilà. T'as des enfants, Aurélien, ou pas? Et j'ai une petite fille qui a 3 ans. Est-ce que ça coïncidait pas aussi un petit peu? C'est-à-dire, c'est pas un moment où justement tu t'es retrouvé avec des enfants et tu t'es dit, bah, est-ce que c'est cool, genre là ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionnera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Non, non, parce que moi, j'ai toujours eu les crocs et voilà, j'ai toujours voulu bah, en fait, réussir, quoi. Et si tu veux, c'est ça qui est paradoxal, c'était que j'étais vu comme un des marketeurs, voilà, qui gagnait bien sa vie, etc., machin. Et moi, je me sentais comme, bah, en fait, t'es pas si bon que ça, quoi, clairement, puisque tu es avec des gens, tes partenaires, etc., qui sont meilleurs que toi, qui sont meilleurs que toi pour générer du trafic, qui sont meilleurs que toi pour faire des lancements. Donc, si tu veux, c'est pas agréable, quoi. T'as envie de Oui, mais t'éclater. de sentir que des nouveaux venus te dépassent en réussite, Oui, ouais, alors ouais. pareil, exactement. En 2016, j'ai des petits jeunes, certains qui étaient clients de mes formations, qui ont commencé à exploser sur YouTube et tout. Et moi, clairement, je te dis, même si j'arrivais à gagner de l'argent avec, j'ai jamais explosé sur YouTube. Donc, non, je me sentais vraiment comme, voilà, comme un, Je comprends. pas comme un raté, mais ouais, pas Ouais, loin, quoi. il y a une question de légitimité, quoi. Tu te dis, putain, c'est pas possible, je suis le Ouais, dinosaure du truc et les mecs ouais, me passent grave. devant. Et c'est pas du tout agréable à vivre, hein, franchement. Et même, et Non, ce qui est marrant, c'est que non seulement tu as ça et tu as le deuxième effet qui se coule, où en plus tu culpabilises. Parce que tu vois, j'habite à Lisbonne où le salaire minimum c'est 700 euros par mois. Et tu te dis, c'est bon, tu vas pas nous emmerder non plus. Tu vois, tu gagnes très bien ta vie, fais pas chier. Mais on est, tu culpabilises ouais. d'avoir cette pensée, ouais. Et tu as le livre de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, donc qui a été traduit en l'art d'en avoir rien à foutre ou je sais pas quoi, qui a été C'est traduit, qui ça. est un excellent livre où il explique justement ça. L'art subtil de Navo. Voilà. Il dit en fait, les êtres humains, non seulement on va se sentir mal pour un truc, mais en plus on va culpabiliser parce qu'on se sent mal. Et il dit, on est les seuls à faire ça et c'est totalement idiot. Donc voilà, ce livre, ça m'a permis aussi de mieux vivre ça, parce que c'est un peu un des effets pervers de notre cerveau où on peut un petit peu partir en couille, quoi. Juste, et ça sera, on arrive vers la fin du podcast, et c'est intéressant pour ceux et celles qui, alors, qui ont un projet de logiciel, de solution, etc. Alors, c'est difficile, je pense, comme premier business de lancer ça. C'est pas impossible, mais ça demande effectivement plus de ressources, je pense, de mon point de vue, que d'autres idées. Ça a été compliqué, justement, toi qui pourtant avait de l'expérience et peut-être aussi des capitaux, qu'est-ce que ça représentait comme coût de lancer un premier produit viable avec tes développeurs? Tu nous as dit que tu as perdu 30 000 un coup. Ouais. Si tu les avais pas perdus, en fait, après, ton développeur russe, c'était un développeur Upwork, j'imagine. Et qu'est-ce que ça coûtait au début de faire ces premiers essais? Ouais, alors c'est une excellente question. Écoute, tu pourras partager si tu veux. J'ai écrit un livre qui est vraiment un livre qui est facile à lire, qui est court, qui s'appelle L'indépendance financière pour tous, que j'ai écrit l'année dernière. Là, je suis en train de le mettre à jour. Donc les gens pourront le télécharger gratuitement, où j'explique en fait bah, mon parcours d'investisseur, puisque en parallèle, là on a parlé de mon parcours d'entrepreneur, mais j'ai commencé à investir en 2014, donc relativement tard, puisque j'avais 34 ans. J'ai acheté donc un petit appartement en Colombie, dans la ville de ma femme. Ensuite, j'ai acheté un appartement à Lyon, en France. Et quand on est arrivé au Portugal, donc j'ai bien entendu ta question, hein, j'y arrive justement, c'est pour expliquer Il n'y a pas pourquoi de souci. j'ai lancé ça, parce que ça a été aussi une démarche d'investisseur. Puisqu'en fait, mon objectif quand je suis arrivé à Lisbonne, c'était d'acheter un appartement dans l'année qui venait.
Et au bout de 6 mois, même pas, on a acheté justement, on a fait une super affaire parce qu'on a acheté un appartement donc qui nous a coûté 150 000 euros avec les travaux. Donc déjà, à la base, le jour où on a signé, on avait gagné 50 000 euros, puisque rénover, clairement, il valait 200 000. Et on l'a mis sur Airbnb et il nous rapportait 2 000 euros par mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je l'ai acheté cash, cet appartement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc c'est l'année aussi où où j'ai décidé de vouloir investir dans mon logiciel, puisque je me suis dit, voilà, quelle est ta valeur ajoutée pour investir dans l'immobilier par rapport à un expat qui habite à Lisbonne, un Portugais qui a de l'argent, un Portugais qui travaille dans le bâtiment, etc. On n'a pas une valeur ajoutée énorme. A contrario, dans mon business, c'est un métier que je fais depuis maintenant 6 ans. J'ai une expertise, je suis très bon en copywriting, c'est l'art d'écrire des pages de vente, en email marketing, etc., en web marketing. Donc, j'ai une valeur ajoutée. Et puis, je passe mes journées dessus, donc j'ai une valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante. Donc, c'est aussi ça qui m'a motivé à investir dans ce logiciel. Et tu l'as dit, il faut savoir un truc, c'est que je connais 4 personnes qui ont essayé de faire la même chose sur le marché français et toutes ont échoué. C'est-à-dire qu'elles ont investi entre 100, 200, 300 000 euros et au final, elles n'ont rien eu du tout. Elles n'ont pas lancé de produit. Donc, et moi aussi, j'ai échoué la première année en 2016. Donc, le développement logiciel, la règle, c'est tu échoues. C'est extrêmement difficile. Donc, voilà, tu l'as bien souligné. Et au final, si tu comptes les 30 000 euros que j'ai perdus avec la première équipe et combien j'ai dépensé jusqu'à ce que le logiciel s'autofinance, j'estime que c'est à peu près 200 000 euros. Ouais, j'avais des estimations pour des logiciels, tu vois, type marketplace, mise en relation de personnes, etc. Avec des amis qui sont développeurs, du coup, sous des solutions iOS principalement, qui situaient autour de minimum 40 000 euros en coût dev temps pour lancer un premier produit. Donc, après, tout dépend de la complexité du produit qu'on fait. Une application de lampe de poche, évidemment, faite, comme tu le disais, au Bangladesh, n'a pas le même coût qu'une plateforme comme System.io ou comme d'autres plateformes, etc. Non, mais c'est surtout qu'ils te disent 40 000 euros, tu dépenses 40 000 euros, et puis quand tu arrives à 40 000 euros de dépensés, ils disent, bah, en fait, voilà, Il il faut nous une reste rallonge. encore beaucoup de travail, tu commences à payer tous les mois, et puis au final, tu dépenses le double, le triple. Donc, c'est extrêmement difficile. Les développeurs, la plupart, sont moyens. Certains sont très mauvais et des très bons, il y en a très très peu. Et des très mauvais qui se croient très bons, il y en a beaucoup. Donc, il faut faire extrêmement attention. Encore une fois, nous, il y a quelque chose, dès le départ, il y a quelque chose de magique qui s'est. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas du tout quelqu'un de spirituel ou quoi que ce soit, mais vraiment, il y a une harmonie et c'est ça qui nous permet. Je peux dire que le travail qu'on fait est juste extraordinaire. On prend beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de. Voilà, c'est aussi mon expérience où voilà, je sais les manager, je sais les motiver. Aujourd'hui, ils sont très heureux dans ce qu'ils font, très contents. Je les ai beaucoup augmentés. Et oui, ça m'a coûté 200 000 euros, ce qui peut paraître beaucoup, ce qui est pas beaucoup. Voilà. Et c'est surtout, et c'est ce que j'explique dans mon livre, L'indépendance financière pour tous, c'est qu'en fait, si tu compares les retours sur investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc en 2019, on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Euh, bon, c'est toujours un petit peu délicat de donner une valorisation à une société, mais enfin, je pense que tu peux appliquer sans exagérer un ratio voilà, de 5 à 6 ans de chiffre d'affaires pour valoriser ma société, ce qui donne près de 10 millions. Donc, quand tu investis 200 000 euros et que 3 ans plus tard, ça vaut 10 millions, Bah, tu c'est bien. calcules, c'est plus que bien. Est-ce que donc tu as d'autres projets d'investissement? Est-ce que t'as eu le temps de lancer d'autres projets logiciels ou pas du tout? Tu es monotâche, monoproduit et ça te bouffe toute ton énergie. Alors, oui, c'est une excellente question. Justement, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être focus. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit business qui s'appelle anglais5minutes.fr. Donc, c'est un blog sur comment apprendre l'anglais. Donc, ça a toujours été un business passif puisque j'ai jamais passé enfin, sauf quand j'ai dû, voilà, écrire une page de vente, etc., créer un produit, mais après, je le vendais pendant des années. J'ai tout délégué dessus, la création du contenu, etc. Donc, j'y passais peut-être 2 heures par semaine.
Je l'ai monté à 3 500 € par mois en 2015 et c'est un site qui est vraiment à l'abandon. Là, j'ai regardé. Le mois dernier, j'ai fait 650 € de vente, mais c'est un truc, c'est-à-dire, voilà, entre guillemets, je vais vous dire, j'ai honte de le dire. La réalité, c'est que j'ai pas honte de le dire, parce que voilà, je suis comme ça, je suis un entrepreneur et il faut avancer. Mais on répond même pas aux emails, quoi. C'est-à-dire, donc c'est la cata. Il est à l'abandon total. Et justement, je le vends cette semaine parce que j'avais dans l'idée, voilà, de le développer pour le revendre plus cher, etc. Mais aujourd'hui, enfin, c'est même pas aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est totalement idiot. Il vaut mieux que je le vende à quelqu'un qui pourra en faire quelque chose. Donc, j'aimerais en tirer au moins 10 000 €. Il y a le potentiel pour très, très rapidement faire 2 000 € par mois, mais même faire plus. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui travaille avec moi en 2015 à qui je lui ai donné les instructions pour mettre en place le tunnel de vente sur anglais6000.fr. Il est parti. Il a créé un site concurrent. Aujourd'hui, il fait plus de 50 000 € par mois. Donc voilà. Donc non, non, je me concentre sur mon projet. Si tu veux, System.io, c'est justement, tu as le marché anglais. Donc là, il y a un potentiel énorme. Sur le marché anglais, ça fait 1 an et demi qu'on a eu la première cliente en anglais, une américaine, mais ça n'a pas vraiment décollé puisqu'on était occupé sur le marché français. Aujourd'hui, sur le marché français, on a un taux de croissance, c'est choquant, quoi. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc, sur le marché anglais, tu vois, en janvier, on a eu 4 nouveaux clients. En février, on a eu 6 nouveaux clients. Donc, ça peut faire rigoler. Moi, j'étais content parce que je me suis dit, on a fait plus 50%. En mars, on a eu 18 clients. Donc, c'est 3 fois plus. Et là, en avril, on est le 7. Ouais, on est à 4 clients, je crois, pour l'instant. Donc, et surtout, je travaille avec un coach. Voilà, enfin, on fait du référencement, on fait du SEO depuis septembre et ça commence à grimper. Donc, non, en fait, je pense voilà, on a énormément de travail. Il faut voilà, qu'on soit concentré sur ce qu'on fait, puisque il y a moyen de faire 10, 20, 30 millions par an, quoi. C'est une très bonne transition que tu fais avec ton histoire de coach. Est-ce que tu as des méthodes particulières, justement, en termes d'organisation? Tu disais que tu étais hyper focus. Est-ce que, tu vois, moi personnellement, je pratique le Miracle Morning. Est-ce que tu as des routines particulières dans l'organisation, dans le fait d'avoir pu mener des projets assez différents tout au long de ce temps, et puis parfois seul, donc aussi il faut une certaine, je pense, rigueur et organisation, que tu pourrais partager avec les auditeurs, justement? Ouais, alors en fait, parce que moi je travaille voilà, tout seul depuis très longtemps, enfin tout seul ou en équipe, si tu veux. Aujourd'hui, moi j'ai une boîte qui est remote, c'est-à-dire qui est totalement, tout le monde travaille à distance. C'est-à-dire j'ai plus de 15 personnes dans plusieurs pays différents et tout le monde travaille à distance. On utilise Slack pour communiquer, ça se passe très très bien. Les gens travaillent, la plupart des gens travaillent quand ils veulent. Donc il y a plein de boîtes comme ça, hein. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le futur. Donc, nous, on n'a pas du tout été impacté par le coronavirus en termes d'organisation. Euh, donc, ouais, mon organisation pour être productif, elle est très, très simple. C'est-à-dire que, alors déjà, puisque comme quand tu as un petit et qui commence à avoir 6 mois et qui commence à marcher, vouloir aller partout dans l'appart, là, au début, j'ai fait du coworking, donc lâche l'affaire. Donc j'ai acheté un bureau à 10 minutes à pied de chez moi et je suis très heureux tous les matins. Je vais au bureau et le matin, c'est simple, j'essaie d'avoir gagné ma vie à midi. C'est-à-dire que le matin, alors forcément, puisque voilà, je manage quand même pas mal de personnes. Voilà, je réponds forcément. Et puis au début, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook de System.io, il y a un petit peu un côté détente, tu vois, un petit peu cool. Mais j'essaie d'avoir fait un truc, d'avoir gagné ma vie à midi, puisqu'en fait, je sais qu'après déjeuner, je suis beaucoup moins productif. Donc, tout le monde travaille de manière différente, mais avoir gagné sa vie à midi, ça veut dire, par exemple, avoir créé du contenu, avoir créé une formation, avoir créé une page de vente. Alors, quand je dis avoir créé une page de vente, tu ne vas pas l'écrire en une matinée. En général, moi, je vais le faire plutôt 1 heure par jour pendant 2 semaines, tu vois. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est commencer à traduire nos formations, nos offres sur le marché anglais euh, pour développer justement tout cet écosystème avec du contenu, avec des offres pour les affiliés, etc. On a également System.io est aussi disponible en espagnol. On a quelques clients en Amérique latine, en Colombie, au Chili, au Mexique.
Et j'ai aussi un partenaire avec lequel je travaille pour aussi traduire les offres dans ces métiers-là, dans ces marchés-là. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être productif le matin, à midi, d'avoir fait des trucs vraiment importants pour ton business. Ça peut être voilà, envoyer un email pour faire une promotion. Et l'après-midi, je vais au sport. Alors, j'allais au sport, parce que maintenant, avec le confinement, je ne peux plus. Donc ça, c'est un peu embêtant. Je fais des trucs moins importants si j'ai des appels à faire, des trucs administratifs, etc. Et je continue à répondre à mon équipe sur Slack toute la journée. Parce que, en fait, quand j'ai mon développeur qui me demande un truc, bah, plus vite je lui réponds, plus vite il peut avancer. Et on est une petite équipe, donc on a vraiment des choix à faire et il faut qu'on avance vite. Donc voilà, c'est ça mon organisation, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, d'avancer un petit peu tous les jours. Super. Et au niveau des outils, tu citais Slack, il y a d'autres outils justement qui ont permis à ta boîte justement de travailler en digitalisé et partout dans le monde? Bah c'est Slack, clairement, c'est la pierre angulaire, c'est vraiment génial cet outil. J'ai Time Doctor aussi que tout le monde utilise pour noter ses heures. Donc c'est un logiciel voilà, pour tes freelances qui sont à distance. Honnêtement, je surveille pas souvent sur Time Doctor et tout, mais ça prend des captures d'écran. Et des fois, quand tu as un doute, etc., quelqu'un, bah, il n'est pas là, tu peux aller voir sur Time Doctor bah, s'il est en ligne, combien d'heures il a travaillé aujourd'hui, tu peux vérifier s'il n'est pas sur Facebook en train de faire autre chose. Donc voilà, je ne suis pas en train de fliquer les gens tous les jours parce que j'ai mieux à faire et ça se passe bien et on fait confiance aux gens. Mais ça m'est arrivé de recruter quelqu'un, par exemple un Français à Lisbonne, pour m'aider. Le matin, je lui envoie des messages sur Slack ou par email, je ne sais plus, pas de réponse. Je vais sur Time Doctor, donc il est connecté, donc ça veut dire que voilà, il travaille pour moi, il me fait payer. Et je vois les captures d'écran, il est sur Facebook en train de chatter avec ses amis. donc, voilà, c'est un peu c'est Slack, Time Doctor. Evernote, je l'utilise tout le temps, même si c'est un logiciel qui est quand même un peu vieux et buggé, je suis sûr qu'il y a mieux. Moi, je suis un grand fan de la prise de notes, c'est-à-dire que j'ai plein de notes. Voilà, je pense que prendre des notes, pour moi, c'est indispensable. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est pas pour travailler en équipe. De temps en temps, je dirais que pour travailler en équipe, le troisième logiciel, c'est Google Doc. Parce que voilà, que ce soit des feuilles Excel ou que ce soit des documents, par exemple le support, puisqu'aujourd'hui, j'ai quand même au support, je dois avoir 6 personnes, dont un manager. Eh ben, on a un document qui explique quelles sont les consignes, les choses à faire au support, les bonnes pratiques, etc. Donc voilà. Super. Ben écoute, on arrive complètement ce coup-ci à la fin de l'épisode du podcast. Est-ce que tu aurais un conseil, une citation, quelque chose qui t'inspire et que tu pourrais nous partager aux auditeurs, quelque chose, peut-être un mantra que tu t'es fait? Ah, des citations, il y en a plein, hein. Tu sais, il y a tellement de. Non, non, mais c'est vrai, il y a tellement de choses. Je ne sais pas s'il y a une citation là qui me vient à l'esprit en particulier et qui soit pertinente pour tes auditeurs. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tu me disais tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'est, 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 c'est une des meilleures manières d'avancer dans le développement personnel. Je trouve que c'est une aventure extraordinaire. C'est exigeant, mais si tu veux, tous les jours, j'essaie de me faire mal en fait. C'est comme quand tu vas. Donc, moi, normalement, je vais à la gym l'après-midi. Donc, je fais, tu vois, des poids, des choses comme ça, un petit peu de cardio. Et bah, quand tu vas à la gym, bah, tu essaies de te dépasser. Tu vois, tu essaies de faire mieux, tu essaies de faire un petit peu mal. Donc, ça te coûte sur le moment. Quoique, puisqu'en fait, quand tu commences à faire un petit peu de cardio, au bout de 10-15 minutes, tu es chaud et du coup, tu as envie naturellement voilà, de vouloir te bouger et tout. Mais quand tu sors, ça fait vraiment du bien. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tous les jours, j'essaie de me faire mal, j'essaie de faire des trucs voilà, qui font peur, qui me font chier, où j'avance pas. Et c'est un petit peu se dépasser. En fait, tu es un petit peu t'es un petit peu ton premier concurrent, ton premier ennemi, c'est toi-même. Euh, et il faut essayer de se dépasser tous les jours, de se faire mal, de se dépasser, de faire des trucs qui nous emmerdent, des trucs qui nous coûtent. Euh, donc voilà, c'est un petit peu une école du développement personnel et pour essayer de donner un insight sur ce que c'est, tu vois, d'avoir 10 ou 15 ans de développement personnel derrière soi et de vivre une vie absolument folle par rapport à tout ce que tu aurais pu espérer, c'est que, bah, premièrement, plus tu avances, enfin,
quand tu résous un problème, par exemple, tu n'as pas d'argent, bah, une fois que tu as de l'argent, tu as d'autres problèmes. Donc, en fait, tu as toujours des problèmes. Donc, la vie, c'est toujours… Il ne faut pas croire qu'un jour, tu seras installé et que tu n'auras pas de problème, parce que tu as toujours des problèmes, sauf que c'est des problèmes différents. Voilà, tu peux avoir des problèmes de riches, par exemple. Et ce qui est un peu frustrant pour moi, c'est qu'en fait, c'est difficile. Tu te rends compte que malheureusement, parce que j'avais un petit peu cette notion quand j'étais depuis tout petit, de me dire, voilà, si un jour je trouve la vérité, ou la vérité un peu, en tout cas une vérité, en tout cas des choses vraiment importantes, je pourrais les partager avec les gens. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, quand tu expliques aux gens, ils comprennent pas. Donc, c'est un peu une source de frustration. Enfin, je sais pas si les gens vont me comprendre, mais en tout cas, je sais que… Si, j'ai une similitude avec ça. Allez, aux gens à qui tu vas expliquer un très très bon plan, mais vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Ouais. Et tu vois que dans le regard, en fait, il y a toujours le scepticisme. En fait, ils comprennent pas et tu sais qu'ils ne saisiront pas l'opportunité dont tu viens de leur parler. Alors que pourtant, il n'y a aucun malice, aucun vice dans ce que tu essaies de leur expliquer, mais ils seront incapables de comprendre ou de saisir. En fait, j'ai un truc que j'ai compris, mais très tôt, et on en parlait justement avec Sébastien la première année où j'ai appris énormément en travaillant avec lui. On se disait un truc une fois dans un avion, on se disait de toute façon, tu peux pas aider quelqu'un qui t'a pas demandé de l'aide. Donc en fait, comme la plupart des gens restent un petit peu, enfin, c'est que voilà, les gens ne sont pas prêts, ou ils en auront jamais besoin, ou c'est pas le bon moment pour eux, ou voilà. Mais le seul moment où tu peux vraiment aider quelqu'un, c'est quand quelqu'un t'a demandé de l'aide. Et pour faire un rapprochement avec le business, parce qu'on est beaucoup dans la vente de formation, la vente de coaching, la vente de services, la vente de transformation, parce que ce qu'on vend, c'est vraiment une transformation. Bah, si tu as un client qui te paye, tu vois, bah, il va valoriser ce que tu lui dis, il va écouter ce que tu lui dis, il va faire ce que tu lui dis de faire et il va avoir des résultats. Alors que, voilà, clairement, je vois des gens, par exemple, moi j'habite à Lisbonne, je sais qu'il y a plein de Français qui galèrent, tu vois, qui n'ont pas de boulot. Je pourrais débarquer, leur dire, hé les gars, on est une société qui cartonne, vous pouvez créer de la valeur, vous pouvez travailler avec nous, il faut juste être malin, il faut juste, on a pas mal de positions, ça peut être commercial, ça peut être au support, mais je sais qu'ils ne vont pas tilter, ils ne vont pas percuter, ils ne vont pas me croire. Donc voilà, tant pis pour eux, mais c'est un peu frustrant, mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Parfait, bien écoute, je te remercie Aurélien, on va conclure là-dessus. N'hésite pas à revenir nous raconter la suite du développement de la plateforme et de tes activités, ça sera toujours très intéressant et on aura grand plaisir à t'écouter à nouveau. Bah écoute, un grand merci à toi Patrick pour ton invitation, c'était vraiment un plaisir. C'est marrant parce qu'en fait j'avais spoté ton podcast, puisqu'en fait on fait du référencement, donc je vois les liens et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui publiait un podcast sur des plateformes, etc. et qui utilisait une adresse sur system.io. Donc voilà, quand j'ai vu ton invitation, avec grand plaisir, c'était vraiment intéressant. Je te félicite pour ton parcours. Tu m'as parlé un petit peu de ton parcours qui est hyper intéressant, où tu as fait littéralement autre chose. Tu étais gendarme, pompier. Donc je te félicite puisque je vois que tu as vraiment compris comment ça fonctionnait, tu as le bon mindset. Si les gens veulent aller plus loin, je propose qu'on leur partage les liens pour télécharger mes livres qu'ils peuvent télécharger et lire gratuitement. Donc l'indépendance financière pour tous, je gamaille avec mon blog. Également, tester system.io. Je peux te donner un lien spécial pour avoir 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14 jours. Et encore une fois, merci à toi pour ton invitation. Eh bien, c'est parfait. On fait ça. Allez, à bientôt. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.